Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais me pencher sur l'entreprise Téléperformance dont on entend pas mal parler ces derniers temps. Avant d'aller plus loin, le petit rappel d'usage. Je vous rappelle que je suis un investisseur particulier, donc la vidéo qui va suivre ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Je vous partage simplement mon journal d'investisseur personnel boursier. Donc à vous de faire votre propre analyse. Donc que fait Téléperformance? Donc c'est une entreprise qui fournit à d'autres entreprises un service de sous-traitance pour notamment leurs relations clients avec pour l'essentiel des plateformes de téléphone. Donc globalement c'est les coups de fil qu'on reçoit tous et qui nous gonflent pour souvent la plupart du temps en plus de l'étranger pour nous refourguer un nouveau forfait de téléphone par exemple. Ils fournissent aussi des centres d'appel pour du support technique. Et puis ils ont une offre un peu plus spécialisée, notamment pour la demande de visa. Voilà, en tout cas c'est tout ce qui est ce qui est relatif à la sous-traitance de relations business to client. Donc la répartition du chiffre d'affaires, grosso modo, donc ce qu'ils appellent le core business, qui représente plus de 84% de leur chiffre d'affaires, qui correspond grosso modo à ce que je viens de vous expliquer. Et puis il y a les services spécialisés qui sont des offres plus spécifiques, à la fois dans tout ce qui est relation de demande de visa, et puis une offre un peu plus spécifique, si j'ai bien compris, vis-à-vis du business de la santé aux États-Unis pour l'essentiel. Bon, ce qu'on voit, c'est que le business est réparti de manière relativement homogène entre l'Amérique du Nord et l'Europe, et une part un peu plus faible en Amérique latine. Que les trois quarts du business correspondent quand même avec de la relation client, avec de la voix, donc des centres d'appel. Voilà. Donc en soi, un business qui n'a rien de très sexy, en sachant qu'effectivement il s'oriente, il développe pas mal l'offshore, c'est-à-dire les centres d'appel dans les pays qui coûtent moins cher, afin d'appeler l'Europe ou les États-Unis. Donc c'est pour ça que je crois que par exemple aux États-Unis il y a pas mal de gens qui appellent des Philippines ou d'Inde, qui sont anglophones. En France, c'est sans doute le Maghreb qui passe pas mal de coups de fil. Bon, bref. Donc à chaque fois, cette relation entre des clients dans les pays développés et plutôt des centres d'appel où le coût de la main-d'œuvre est moins cher. Donc en termes de marché, donc il est leader mondial actuellement. Ça représente un peu plus de 90 milliards de dollars par an. Comme vous le voyez sur les graphiques de droite, alors ça sort de leur rapport annuel, hein. Le marché est globalement en croissance faible, mais en croissance organique. Ce qui s'accélère, c'est la tendance à l'externalisation de ce business, comme vous pouvez le voir sur le deuxième graphique de droite. Ensuite, comme vous pouvez le voir, le marché est très éclaté avec Téléperformance qui est leader, mais qui n'a que 7% du marché. Et donc, on peut imaginer qu'un leader, et si le marché avait tendance à se concentrer avec un fonds de croissance par ailleurs, cela permettrait d'avoir un levier en termes de croissance de chiffre d'affaires. Par ailleurs, il y a des marchés, des sous-marchés qui ont une croissance beaucoup plus forte, donc la relation client digital 42% par an, la modération de contenu 20% par an, donc c'est par exemple Viril, les vidéos qui posent problème sur TikTok notamment, qui est un de leurs clients. Voilà un petit peu le marché cible de Téléperformance. Alors sur ma petite checklist du business model, donc on peut dire qu'elle a un petit motte entre guillemets, puisqu'elle a quand même une marge opérationnelle qui est quand même tout à fait correcte, comme on le verra un petit peu plus tard. C'est un marché avec des revenus récurrents. C'est un marché, donc comme on vient de le voir, qui a une croissance organique, avec probablement avec une concentration de ses clients. Il y a des marchés, des sous-marchés, notamment dans tout ce qui est numérique, qui est en forte croissance
Alors la question c'est est-ce que ça mangera pas un petit peu sur le marché historique? Très probablement. Donc on le verra un petit peu plus tard, on en reparlera avec l'intelligence artificielle, mais probablement que l'entreprise pourrait bénéficier d'un levier opérationnel dans les années à venir. Je inclus l'IA là-dedans et le pari optionnel aussi. Les clients sont peu concentrés avec un marché très éclaté et les premiers clients qui représentent une part certes non négligeable du chiffre d'affaires, mais c'est pas une entreprise qui est dépendante d'un seul client. Le fondateur est toujours à la tête de l'entreprise avec une part très importante d'actions, je crois que c'est 10% du capital. Environ, il faudrait vérifier, mais globalement une grosse grosse partie de son patrimoine qui est dans l'entreprise. Effectivement, il y a un certain nombre de menaces pour cette entreprise, donc la disruption de l'IA qui est le sujet chaud du moment. Le risque de change, effectivement, il est pas mal exposé au marché sud-américain, entre autres, donc il est particulièrement exposé au risque de change et effectivement actuellement en termes de règles, ce qui avait déjà créé un premier mouvement baissier avec l'enquête notamment en Colombie sur les conditions de travail de ses employés, en sachant que la Colombie c'est quand même le troisième en termes de nombre d'employés, c'est le troisième marché pour l'entreprise. Donc c'est effectivement s'il y avait des problèmes de conditions d'entreprise, ça menacerait un pourcentage non négligeable de ses employés. Je crois que c'était à peu près 20% de ses employés totaux mondiaux. Alors en termes de résultats, on voit que sur les dernières années, le chiffre d'affaires a croît de 16% en moyenne, avec une marge de net en 2022 qui est d'environ 8%. Le résultat net a cru plus rapidement avec 20% de croissance en moyenne, donc une entreprise de croissance. L'earning per share, globalement c'est 19% par an, hein, c'est à peu près comme le résultat net avec le petit effet dilutif, donc entreprise en forte croissance. En termes de profitabilité, la marge brute est de 32%, stable sur les 5 dernières années. La marge opérationnelle a cru modestement, mais a cru ces dernières années, tout comme sa marge nette qui est de 8%. En termes de ROE, on est actuellement à 18,9%, donc tout à fait satisfaisant, hein. Le ROCE est à 14,9%, donc là aussi tout à fait satisfaisant, et le ROIC est à plus de 10,5%, là aussi des paramètres tout à fait acceptables. Alors en termes de free cash flow, ce qui m'intéresse moi, ce que je trouve moi la partie la plus intéressante, donc le free cash flow a cru ces dernières années de 25% de croissance en moyenne, donc forte croissance vis-à-vis du capex qui lui n'a cru que de 11% en moyenne. Donc actuellement vous avez un capex sur free cash flow qui est à 42%, donc une entreprise qui est modérément capitalistique on va dire, et le cash conversion rate, c'est-à-dire le free cash flow sur le résultat net est supérieur à 1, donc une entreprise qui crée pas mal de valeur pour ses actionnaires. Au cours actuel, le free cash flow yield est à plus de 7,5% au moment où j'enregistre la vidéo. Donc tout à fait intéressant. Un des éléments que je regarde, c'est de plus en plus, c'est de corriger le free cash flow par rapport aux distributions d'actions gratuites pour le management, parce que finalement c'est pas décaissé dans les résultats de l'entreprise. Néanmoins, c'est du free cash flow qui ne sera pas redistribué à ses actionnaires. Donc de plus en plus, je regarde ce volume-là. Donc on est quand même à 110 millions sur l'année 2022. Donc c'est quand même pas négligeable par rapport au free cash flow global. Mais ça reste acceptable, me semble-t-il, par rapport à d'autres entreprises de la tech, notamment américaines, qui peuvent redistribuer la totalité de leur free cash flow ou quasiment la totalité de leur free cash flow à leur management. Je pense par exemple à Airbnb, sur une entreprise sur laquelle je suis actionnaire, qui distribue quasiment tout son free cash flow là-dedans.
En termes de dividendes, bon, on voit que c'est un peu moins de 200 millions, donc pas de souci pour le payer, ce qui reste quand même pas mal de marge pour le désendettement ou pour l'achat d'entreprises. Alors la dette nette globale, elle est stable avec un EBITDA en croissance, donc on a actuellement un dette net sur EBITDA qui est 1,5, donc tout à fait acceptable. Alors ça c'est avant l'acquisition de Majorel qui est en projet, hein. La dette nette sur free cash flow est là aussi à 3,5, donc tout à fait acceptable. Et la dette nette sur capitaux propres à 71%, donc un petit peu élevé, mais rien d'effrayant. En termes de redistribution aux actionnaires, donc on a un dividende en croissance de 16% en moyenne par an sur les dernières années. Ça pose pas de problème de financement avec un price earning sur le PS à 35% qui devrait rester stable dans le temps puisque c'est un objectif d'entreprise, ce qui fait un rendement actuel de l'entreprise à 2 voire 2,5% au moment où j'enregistre la vidéo. Le nombre d'actions est en légère augmentation. Alors ça c'est les chiffres avant les rachats d'actions qu'ils ont fait sur la première jambe baissière, mais globalement le nombre d'actions il y a peu de dilution des actionnaires actuellement. Et ça devrait être compensé dans les années à venir, ou notamment sur l'année 2023, vu les rachats d'actions qui ont été déjà effectués sur la première jambe baissière là, en début d'année. Alors en termes de valorisation, si on regarde sur un temps de plus long, on a au moment où j'enregistre la vidéo, donc le cours de l'action est à 156 € je crois, à peu près, 160 €, bon peu importe. Le price to cash flow opérationnel est à 7,5%. À 7,5 pardon. Donc on voit que par rapport à une moyenne historique de 15, on est clairement en dessous de la dernière décennie de valorisation. Alors, sur ce tableau, je me suis inspiré un petit peu des modèles de reverse DCF. Donc, je suis parti du free cash flow per share, sur lequel je lui ai appliqué différents scénarios de croissance et différents scénarios de valorisation terminale sur une échelle de temps de 5 ans. Je cherche donc sur ce tableau là un retour sur investissement, donc un discount rate de 12% hors dividende, qui serait actuellement un peu plus de 2%, hein, donc, et ça vous définit le cours d'entrée au jour d'aujourd'hui pour obtenir ces 12% de retour sur investissement en fonction donc du taux de croissance que vous pensez qui va se réaliser et d'un scénario de valorisation terminale dans 5 ans. Donc deux façons d'aborder cela. Donc une première lecture, c'est de se dire que par exemple si le taux de croissance du free cash flow diminuer donc fortement sur les 5 ans à venir, puisqu'il était actuellement de 25% à peu près, hein, et passer à 10%, mais il suffirait simplement que la valorisation terminale soit autour d'un free cash flow autour de 6,7%, ce qui paraît très bas en termes de valorisation, pour qu'avec un niveau d'entrée inférieur à 163 €, vous ayez un retour sur investissement de 12% par an hors dividende, ce qui paraît tout à fait satisfaisant, en sachant que des entreprises de qualité, ce qui est le cas de Téléperformance au vu de ses paramètres de profitabilité, y compris en imaginant que d'ici 2027 elle aura quand même pas mal absorbé l'acquisition de Majorel si cela a lieu en termes de niveau d'endettement. On peut imaginer qu'on va avoir des niveaux de valorisation qui devraient tourner autour des 5%. En tout cas, moi, ça me semble un scénario envisageable qu'on ait un free cash flow yield autour de 5% pour cette entreprise si elle maintient ses marges et qu'elle se désendette, ce qui me paraît acceptable. Et à ce moment-là, vous voyez que si on part dans le sens inverse, avec un niveau de valorisation qui tourne autour de 5%, même simplement en faisant une croissance de son free cash flow par share de 4% par an sur les 5 années à venir, en rentrant en dessous de 160 €, vous aurez quand même un retour sur investissement qui sera supérieur à 12% par an hors dividende. Donc des scénarios qui me semblent probables. Voilà.
Donc après, à vous de définir le niveau de risque et les scénarios qui vous semblent le plus possible. Mais je trouvais ça intéressant d'avoir ce tableau-là. La cotation couleur, c'est tout simplement par rapport au niveau de valorisation au moment où j'enregistre la vidéo, donc qui est mi-mai 2023, donc qui est autour de 156 € le jour où j'enregistre la vidéo. Donc tout ce qui est blanc, c'est proche de ces 156 €. Tout ce qui est vert, c'est que vous êtes en dessous en termes de niveau d'entrée. Puis bien sûr, ce qui est rouge, c'est quand vous êtes au-dessus en termes de valorisation. Voilà, dites-moi en commentaire quels sont vos scénarios à vous et si pour vous actuellement c'est un bon niveau d'entrée. Alors sur un plan technique, puisque vous le savez si vous regardez cette vidéo, le titre a très fortement corrigé. Il est sur un niveau support, ou en tout cas il se rapproche d'un niveau support autour des 150 € qui était le point le plus bas au niveau de la crise Covid, en sachant que depuis le business a cru, la dette n'a pas augmenté, la marge s'est améliorée. Ce qui a changé, c'est le narratif et les perspectives et les menaces notamment. Alors j'ai écouté la dernière conférence call, mais c'était malheureusement avant l'annonce de l'acquisition de Majorel. Donc les principales questions, c'était sur le ralentissement de la croissance de l'entreprise, avec quand même des objectifs confirmés par le management de 8 à 10% pour l'année 2023, en sachant que l'entreprise est plutôt conservatrice et a plutôt tendance à valider ses objectifs. Il y avait pas mal de questions sur la marge opérationnelle, si elle allait bien augmenter ou se maintenir, et beaucoup de questions vis-à-vis de l'intelligence artificielle, puisque c'est le sujet chaud du moment, de savoir si ça allait notamment quelle influence cela aura aussi sur ses marges opérationnelles. Donc bien évidemment le management s'est affiché confiant sur l'intelligence artificielle, puisqu'il travaille déjà a priori depuis 2021 avec ChatGPT notamment, et il semble pour eux que ça soit à moyen terme un levier pour probablement augmenter un petit peu leur marge opérationnelle d'une part, et d'autre part pour offrir un nouveau service à leurs clients. Et ils avaient l'air relativement confiants de ça. Bon, ça, ils sont dans leur rôle, mais comme on en reparlera un petit peu plus tard, pour eux, c'est probablement un levier pour la concentration du secteur, puisque probablement que seules les plus grosses entreprises pourront offrir ce service-là supplémentaire, et que les plus petits business ne pourront pas s'aligner sur la progression de la technologie, se feront probablement bouffer en termes de part de marché par les plus gros, en sachant que Téléperformance est sur le papier un des plus gros, même si j'y reviendrai un petit peu plus tard. Bon, un mot sur l'acquisition de Majorel qui est quand même relativement technique. L'acquisition de Majorel, pour l'instant, n'est pas encore validée, mais devrait se faire sur la base de 3 milliards d'euros, avec 2 milliards de cash et 1 milliard en actions, ce qui représenterait au cours actuel environ 10% de dilution. L'acquisition se fait sur des niveaux de valorisation qui semblent raisonnables, avec une entreprise qui est en croissance, donc 21% en 2022, avec une marge qui est un petit peu inférieure à celle de Performance, mais qui est tout à fait satisfaisante pour le marché, donc avec un niveau de PER à 16, en sachant que c'est une entreprise qui n'a pas de dette, et un free cash flow yield donc qui est supérieur à 5%. Et donc voilà, donc en gros une entreprise qui semble se faire malgré tout à un niveau de valorisation correct, même s'ils ont surenchéri de 30% par rapport à ce qu'elle était cotée, avec un levier opérationnel de 100 à 150 millions affiché par Téléperformance. Bon, après, est-ce que c'est sur un marché sur lequel évolue pas Téléperformance, ça c'est ce qu'ils affichent, mais ça je suis pas compétent pour l'évaluer. En tout cas, voilà, ce qui semble faire peur au marché, c'est surtout, je pense, à la fois le niveau d'endettement qui va augmenter fortement, puisque le niveau de dette risque de quasiment doubler, et en plus avec un effet dilutif de 10%.
pour une augmentation du free cash flow de un peu plus de 100 millions par an, sans compter les synergies, quoi. Donc affaire à suivre. Alors moi, ma thèse d'investissement, c'est que sur ce titre, c'est que l'entreprise va continuer à avoir une croissance organique qui devrait quand même être proche des 10% en moyenne, car le marché a un fond de croissance qu'il risque d'augmenter ses parts de marché, et qu'en plus il y a des petites niches à forte croissance comme le traitement le tri de contenu sur les réseaux sociaux, que actuellement il est leader dans son secteur, que probablement l'intelligence artificielle peut quand même être pour l'entreprise une opportunité sur ses marges et va avoir peut-être un effet de concentration par rapport à des entreprises plus petites, mais bien évidemment contrebalancé par un risque de disruption de l'entreprise en elle-même qui pourrait être complètement has-been si elle ne prend pas le virage de l'intelligence artificielle de langage comme ChatGPT qui fait beaucoup parler de lui actuellement. Actuellement, il y a une acquisition qui semble avoir un potentiel de synergie avec des niveaux de valorisation qui ne semblent pas complètement délirants. Et donc ma thèse d'investissement actuellement, c'est que peut-être actuellement il y a un excès de pessimisme du marché et qu'on se retrouverait peut-être dans une fenêtre d'inefficience de celui-ci, avec à la fois par l'acquisition de Majorel d'une part, et à la fois par une technologie disruptive qui est l'intelligence artificielle, qui est un peu le sujet chaud, mais dont finalement personne ne sait ce que cela va véritablement donner dans les années à venir. Et donc je fais l'hypothèse que actuellement on se retrouverait dans une inefficience du marché. Après, si vous pensez que le marché est tout le temps efficient, à ce moment-là, il vaut mieux acheter des ETF, ça paraît plus logique. Moi, de mon côté, je fais l'hypothèse, tout simplement, que par moment, le marché peut être inefficient lorsqu'il peut être inefficient, et que c'est là où se trouvent probablement des leviers pour justement aller superformer le marché. À titre personnel, j'ai pas mal acheté de méta ces derniers temps avant le rebond important, et je pense que de temps en temps le marché peut être traversé comme ça d'un excès de pessimisme ou de bashing d'une entreprise de manière certes transitoire, mais ce qui en fait des bonnes portes d'entrée. Voilà, en sachant que l'entreprise jusqu'à présent ne m'intéressait pas du tout, c'est une entreprise dont j'aime pas trop le business model, on va dire, mais actuellement elle a quand même des bons fondamentaux. Je pense que l'IA certes est une menace, mais peut-être une opportunité, et que le marché price actuellement déjà l'arrêt complet de ce type d'entreprise. Ça me paraît un scénario possible, mais peut-être pas le plus probable. Bon, voilà. Alors le stop loss fondamental, effectivement, comme je viens de le dire, c'est l'apparition de l'IA qui viendrait complètement bouffer le marché, et Téléperformance ne prendrait pas le train en marche, et donc ça viendrait bouffer les parts de marché de Téléperformance. Alors bien évidemment, à ce moment-là, on parle plus du tout de la même entreprise, et même au cours actuel, elle est beaucoup trop chère. Voilà. Alors la controverse éthique, il y a eu un premier jambes baissier suite à l'annonce donc d'une enquête sur les conditions de travail, notamment en Colombie, qui est le troisième nombre d'employés pour l'entreprise Téléperformance. Bon, ils ont pas trop mal répondu là-dessus. Ils ont fait une enquête externe avec des résultats qui sont plutôt positifs. Ils se sont retirés des marchés les plus controversés, donc ils sont en négociation avec la Colombie. Donc il me semble que ce risque-là de controverse y est présent, mais n'est peut-être pas si élevé que ça. Voilà. Alors pour moi, le véritable sujet, c'est la concurrence, pas du marché actuel, mais de gros acteurs comme Accenture ou Salesforce, donc des grosses entreprises américaines, dont c'est pas le cœur de métier, mais qui pourraient, dans leurs offres très globales, très générales, offrir ce type de service sur lequel Téléperformance est spécialisé, notamment
eux auront la capacité d'avoir probablement des offres d'intelligence artificielle tout à fait adéquates et viendraient éclater le marché sur lequel opère actuellement Téléperformance. Pour moi, c'est vraiment là la menace du business model de l'entreprise Téléperformance. Voilà. Donc c'est à surveiller, c'est le baisse du résultat opérationnel. Et ensuite, le dernier risque, c'est suite à l'acquisition de Majorel si celui-ci a lieu, c'est le niveau d'endettement qui va quand même être élevé. Donc il faudra vérifier que celui-ci diminue rapidement dans les trimestres et années à venir pour redevenir à des niveaux tout à fait corrects, même si ce n'est pas une menace à court terme. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire qu'à titre personnel, donc je me suis positionné sur le titre de Téléperformance. J'en suis en train de constituer, je dirais que j'ai fait la moitié de ma ligne, donc avec un PRU qui tourne autour des 160 euros. Je compte me renforcer actuellement, mais j'exclus pas une marche baissière encore à des crans en dessous, donc je garde encore quelques cartouches pour me renforcer. Selon moi, le cours actuel est une fenêtre d'opportunité tout à fait acceptable en termes de risque et de retour sur investissement potentiel. Bien évidemment, ce que je viens de vous dire ne constitue pas un conseil en investissement. Je vous laisse faire vos propres analyses, mais je serais intéressant d'avoir votre retour en commentaire sur ce que vous pensez actuellement de Téléperformance. Merci de me faire votre retour et à bientôt.